Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Côte d'Ivoire, le FPI se mobilise. Diaspora, appel à mobilisation. Espoir de l'Afrique par M. Bandakani. Chute du pétrole. Relations Chine-Égypte. Et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire. Le FPI se mobilise. Je voudrais dire que le Front populaire ivoirien a dépêché à La Haye une délégation officielle de 20 personnes qui sont déjà tous, à l'exception de notre camarade vice-président Claude Blou-Rinon, qui a été retenu sous le prétexte que vous savez et qu'on essaie de justifier dans la journée d'aujourd'hui même. Donc elle a la justice en ce moment. Les gens cherchent les preuves. Et ce qu'ils ont avancé pour la détenir. Je voudrais, au nom du FPI, présenter nos excuses à tous ceux qui continuent de demander sur la liste officielle et qui ne pourront pas y figurer. Je les encourage à y aller. Nous n'avons reçu que 20 places, c'est-à-dire 20 balles, à l'intérieur de la salle d'audience. Beaucoup d'autres de nos amis qui sont déjà ont pris leurs responsabilités sans chercher à être inscrits sur la liste officielle. Et je pense que c'est bien ainsi. J'encourage tous ceux qui veulent aller à la haine d'y aller. Quant à nous autres, nous sommes d'ici et c'est d'ici que nous allons renverser la vapeur. Je vous remercie. Merci, Excellence. Tout de suite, Diaspora, appel à mobilisation. Ivoiriennes et Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, avant tout propos, permettez-moi de vous dire merci et de rendre un vibrant hommage à toutes celles et à tous ceux qui, depuis la déportation de notre président Laurent Gbagbo, n'ont ménagé aucun effort pour le soutenir. Partant de pluie comme sous la neige, sous le soleil ardent de l'été, nous avons battu les pavés des capitales européennes pour faire taire le mensonge international et pour établir progressivement la réalité des faits que les Ivoiriens ont vécus. Le 28 janvier 2016, ce sera le tour du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé de défendre l'honneur de la Côte d'Ivoire, de faire triompher une bonne fois pour toutes la vérité. Ils ont besoin de notre présence à leur côté. Je lance donc un cri de cœur à l'endroit des patriotes et des panafricains de la diaspora. Soyons nombreux à La Haye le 28 janvier 2016 devant la CPI. Le peuple africain compte sur nous. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Tout de suite, Espoir de l'Afrique par le président Bandakani. C'est un point pertinent. Je parlerai de la Russie pour revenir sur les pays africains. L'avantage de la Russie, c'est qu'elle a l'avantage de l'histoire. La Russie est du côté de l'histoire que les États-Unis, que l'Occident, qui est dans une phase de déclassement historique par le simple fait que l'Occident n'est plus un modèle politique et géopolitique pour les autres nations. La Russie, elle est du côté de l'histoire. Parce que lorsque vous bâtissez votre projet, votre destin sur la destruction des autres, lorsque vous maintenez votre rang, vous décidez d'exterminer les autres, ça peut durer un temps, mais à terme, l'histoire n'est pas avec vous. C'est le cas d'Hitler, avec le projet nazi. Ce que l'Amérique fait aujourd'hui, et l'OTAN et l'Amérique, c'est un néo-nazisme. On s'est condamné par l'histoire. Pour revenir dans les pays, par rapport aux pays africains, je ne crois pas, je vois les gens parler, bonne gouvernance, choses comme ça. Je répète une fois de plus, c'est du bidon. Vraiment du bidon, c'est n'importe quoi. Ce sont les politiques de recolonisation que l'Occident est en train de mettre en œuvre en Afrique qui va réconcilier les Africains avec l'histoire. Ces politiques vont créer les conditions d'une terrible révolte en Afrique. Et aujourd'hui,
ces conditions objectives-là sont en train de rencontrer ce que j'appelle des conditions subjectives, avec des éléments comme Afrique Média, qui donnent des éléments théoriques, qui donnent des éléments idéologiques, qui essaient de canaliser sur le plan subjectif ces conditions objectives de révolte et de révolution que les politiques impérialistes, les politiques de deuxième cycle de colonisation sont en train d'implémenter dans le continent africain. Donc, nous sommes du côté de l'histoire. Ce sont les peuples qui sont en situation de colonisation. Ce sont les peuples qui sont en situation d'effacement historique, qui ont plus à donner, qui ont plus à se lever pour conquérir leur dignité dans l'histoire. C'est comme ça que l'histoire se construit. Donc moi, je suis très optimiste par rapport à ça. Les pays africains sont en voie de repolitisation générale. Les peuples sont en train de se repolitiser parce qu'il y a des conditions terribles qui sont imposées par ces projets de recolonisation. C'est ça l'espoir de l'Afrique, c'est ça l'espoir du continent. Tout de suite, chute du pétrole. Le baril de pétrole sous la barre des $30. Les cours de l'or noir n'en finissent plus de baisser depuis 2 ans. Le baril en lui-même coûte désormais plus cher que son contenu. Comment expliquer ce phénomène? Quelles sont les conséquences à redouter? Les réponses. Depuis mi-2014, on a une chute très prononcée des cours du baril de pétrole qui est liée tout d'abord à une demande restant assez faible, simplement parce qu'on a une croissance économique mondiale qui est atone depuis la sortie de la crise. Et surtout, le grand phénomène qui a vraiment poussé les cours à la baisse, c'est la volonté d'avoir de la part de l'Arabie Saoudite, d'avoir tout simplement inondé le marché avec des barils. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, non seulement en concurrence avec le pétrole de schiste américain, mais qui est en difficulté du fait de la guerre des prix, mais surtout avec l'Iran qui a la capacité de combattre l'Arabie Saoudite sur le long terme avec des prix du pétrole assez bas. Pétrole bas veut dire automatiquement inflation qui restera basse sur la durée et ça c'est un aspect très négatif pour les économies puisqu'on est dans des situations de quasi-déflation ou du moins on en est très proche et donc c'est la principale préoccupation de cette baisse trop prolongée du prix du baril de pétrole. En fait la baisse du baril de pétrole n'est pas vraiment le problème, c'est qu'on est allé beaucoup trop bas et sur la longue durée notamment. On est arrivé dans cette zone des $30 le baril et très certainement qu'on peut aller encore plus bas. Pour l'instant, le cours du baril de pétrole n'a pas trouvé de cours plancher. On est dans cette zone inconnue, il est très difficile de savoir jusqu'où la baisse peut aller. Mais ce qui est certain, c'est certainement qu'on n'aura pas de retour à la hausse durable, très vraisemblablement du prix du baril de pétrole, du moins pas tant que l'Arabie Saoudite mettra cette guerre des prix. En France, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, assure que la solidité de son bilan financier lui permettra de bien résister aux fluctuations. Le faible coût du travail de son activité devrait empêcher tout licenciement. À l'international, la situation est moins reluisante. Le conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite pourrait faire éclater l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP. Cette crise a notamment des conséquences sur l'économie du Niger, de la Libye, de l'Algérie et de l'Irak. L'Arabie Saoudite, premier producteur mondial, continue sa politique de l'autruche et aucune réunion n'est prévue avant juin. Tout de suite, relations Chine-Égypte. Il a été reçu chaleureusement par les autorités égyptiennes et s'est entretenu avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le premier ministre du pays, Chérif Ismaïl. Xi Jinping a déclaré que la Chine encourage et soutient l'implication des entreprises chinoises dans les projets de grande envergure en Égypte et travaillera étroitement avec l'Égypte pour construire des infrastructures et augmenter la capacité industrielle. Les deux côtés ont promis de coopérer dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route. Et pour finir, actualité en France. Et j'ai appris bien longtemps après, et je pense que vous allez peut-être pouvoir m'aider, qu'il y avait un cabinet à Paris qui s'appelait le cabinet Kroll. Kroll, oui, bien sûr. K-R-O-2-L. Oui, mais je connais bien Kroll, bien sûr. Le gîte de la... Vous allez m'en dire plus si vous connaissez. Parce que ça, alors vraiment, j'en profite ce soir. De la CIA. Oui. Et qui aurait monté tout ce dossier Elf, Roland Dumas en plus, et que Eva Joly travaillait pour lui. Bien sûr. Qu'est-ce que ce cabinet occulte vient faire dans cette affaire? On n'a jamais, quasiment, je suis sûr que la plupart des gens découvrent ce nom, et pourtant c'est un rôle très important. Oui, K-R-O-2-L. C'est un cabinet de renseignement international privé qui a son siège à Washington, qui est en fait une émanation de la CIA. Il s'en cache même plus beaucoup. De nombreux anciens officiers de la CIA travaillent ensuite pour Kroll, qui a des antennes dans le monde entier. Et leur devanture, c'est faire de l'intelligence économique, c'est-à-dire qu'ils proposent à des entreprises de faire de l'espionnage pour leur donner des renseignements sur les marchés en cours, sur la vie des personnes, etc., sur qui il faut cibler pour avoir tel marché, etc. En France, ils se vantent, par exemple, il y a une dizaine d'années, ils se vantaient de pouvoir faire des écoutes téléphoniques de portable.
Ah ouais. Oui, bien sûr. De pouvoir mettre des traceurs dans les voitures, de pouvoir délivrer de tas de choses à leurs clients. Ils se font payer assez cher. Il y a de nombreuses entreprises françaises qui ont recours à leurs services pour avoir accès à des informations. Et moi, je vous le donne en mille, le gendarme qui est venu me provoquer et me faire chuter dans ma carrière, le gendarme qui est venu, alors qu'on savait très bien que j'étais dans la merde, me proposer de travailler avec lui, de lui échanger des renseignements, etc., il bossait pour le cabinet Kroll. Et pour la DST en même temps. Voilà. Il a écrit un bouquin dans lequel il explique tout le travail qu'il fait. Un jour, si vous voulez, je pourrais vous l'amener. Si vous voulez interviewer quelqu'un qui a travaillé le cabinet Kroll, ben moi, je peux vous amener l'ancien gendarme qui m'a piégé à la demande de la DST du cabinet Kroll. Voilà. Alors, ce cabinet Kroll, c'est le fauné de la CIA. Ils font de l'interventionnisme dans tous les pays. Ils ont un bureau à Paris qui est dans le centre de Paris. Hein. Ils ont des beaux bureaux, très sécurisés. En fait, je crois qu'ils doivent avoir aussi l'aide, le support logistique de la NSA, parce que s'ils proposent des écoutes, c'est qu'il y a bien la NSA qui leur sert des trucs. En plus, ils sont très bien avec l'ambassade US. Enfin bref, c'est le fauné américain à Paris. Pour moi, c'est ça. Hein ? Très bien. J'aurais appris quelque chose. Voilà. Et ce cabinet, donc, il a eu, selon vous, un rôle dans l'affaire Elf, c'est ça, Christine ? C'est moi où j'avais jamais entendu parler de ça. C'est en 2000, au moment où, en 99, je crois, au moment où Eva Joly voulait incarcérer Roland Dumas. On ne sait pas trop pourquoi, mais bref. Il avait fait il avait donné une interview au journal Le Figaro et il parlait de ce fameux cabinet Kroll qui aurait monté le dossier contre lui. Oui, c'est tout à fait possible. Et c'est très drôle parce que en 80, donc toute cette affaire, pour moi, la mienne et la sienne, s'est déclenchée en novembre 97 et en 96, Roland Dumas me disait, vous savez, on est en train de monter un dossier contre moi. Mais il ne m'avait pas parlé du cabinet Kroll. J'ai dit, comment ça ? Il ne devait pas encore le savoir. Il m'a dit, il était alors ministre des Affaires étrangères, il m'a dit, vous savez, je suis très inquiet. Il y a un journaliste de Libération, dont j'ai oublié le nom, qui retranscrit le lendemain de mes rendez-vous en cabinet. Donc c'est quand même très, très fermé, hein, quand le ministre se réunit dans son cabinet, c'est étanche. Il retrouvait tout ce qui se disait dans Libé. Alors il avait fait investiguer un peu pour savoir qui était ce journaliste. C'était un Américain et qui avait un jour été dans un restaurant et les gens du quai l'ont entendu parler et raconter effectivement qu'il était en train qu'on l'avait chargé de monter un dossier contre Roland, donc déjà en 96. Voilà. Donc Eva Joly s'est greffée là-dessus. Ça a commencé donc avec surtout l'affaire Elf, où le Floch qui a été incarcéré d'ailleurs tout de suite. Et puis après, ils ont monté le dossier contre Roland Dumas. Mais alors, qu'est-ce que les Américains reprochaient à Dumas ? Parce que Roland Dumas, il a quitté le Quai d'Orsay. Je vais vous dire ce qu'on reprochait à Roland Dumas. Ouais. Vous voulez que je vous le dise ? Oui, oui. Il a fait une politique pro-arabe. Ah, d'accord. Et il me disait toujours un jour, et je vais le payer très cher. D'accord. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.